6h, 9h. Europe 1 matin. Bonjour Sébastien Chenu, vous êtes vice-président du Rassemblement national et député réélu du Nord. Un militaire de l'opération Sentinelle a été victime d'un coup de couteau hier soir alors qu'il patrouillait non loin de la gare de l'Est, dans le nord de la capitale. Est-ce que vous redoutez la multiplication de ce type d'actes à l'approche des Jeux Olympiques ? Bonjour monsieur, d'abord je vais avoir une pensée pour la victime, pour ce militaire qui a été attaqué au couteau. On déplore dans notre pays de nombreuses attaques au couteau, je crois une centaine par jour. Les choses ont pris des proportions particulièrement inquiétantes et surtout les problèmes ne sont pas résolus. Ce gouvernement, depuis 7 ans, ne s'est pas attaqué à cette délinquance de rue qui continue finalement de se multiplier. Moi j'ai connu la même chose dans ma ville de Denain il y a quelques semaines et donc aujourd'hui, voilà, on voit bien que la situation de la sécurité, la crise sécuritaire que traverse notre pays n'a pas été gérée. Cette attaque au couteau, elle est inquiétante parce que elle est faite par quelqu'un qui a déjà été condamné pour meurtre, d'après ce que les informations que nous avons, voilà, en notre possession. Et on se pose la question de se dire, mais que faisait cet individu qui a été condamné pour meurtre dans la rue, en liberté et alors il avait été interné en psychiatrie. Effectivement, il était déjà connu pour meurtre en 2018, quasiment le même modus operandi à l'encontre d'un jeune dans une bouche de métro en plein cœur de la capitale. Est-ce que vous y voyez un échec dans le rôle de l'État ce matin à protéger les citoyens et que devons-nous faire face à ce type d'individu visiblement jugé irresponsable par la justice à l'époque? Évidemment que c'est un échec. Il y a deux choses. Ou un assaillant au couteau n'est pas déclaré irresponsable et alors la problématique c'est celle de l'application des peines. Que fait-il dehors? Il devrait être en prison. La problématique c'est effectivement le nombre de places de prison, l'application des peines. Et nous avons toujours considéré que lorsqu'on atteint l'intégrité physique de quelqu'un, il ne peut pas y avoir d'aménagement de peine. Ça, c'est pour quelqu'un qui n'a pas été déclaré irresponsable. Donc là, on a évidemment une faille totalement juridique, le laxisme de l'État, très bien incarné d'ailleurs par Éric Dupond-Moretti, où la personne est déclaré irresponsable. Et là, on a une insuffisance de l'État sur les problématiques d'enfermement pour raison de santé mentale. La santé mentale, la psychiatrie ont été les parents pauvres, sont les parents pauvres de la santé dans notre pays. Rien n'a été fait en 7 ans. Or, force est de constater que régulièrement, on nous dit que les assaillants au couteau, les attaquants au couteau sont des déséquilibrés. Donc, par conséquent, on a une autre problématique qui est celle de l'enfermement de ces déséquilibrés qui n'ont pas évidemment à se balader dans la rue. Sébastien Chenu, invité d'Europe 1 et de CNews, vous auriez pu prévenir, vous, au pouvoir, ce qui s'est passé hier? En tous les cas, on se serait attaqué à ces deux chantiers. D'un côté, le laxisme judiciaire, pas d'aménagement de peine pour ceux qui touchent à l'intégrité physique de quelqu'un. Or ça, c'est quelque part, j'allais dire, révolutionnaire. En tous les cas, c'est dans notre programme une mesure très forte sur la justice. Et puis, s'attaquer à la nécessaire rénovation des politiques de santé mentale, des moyens qu'on doit donner à la santé mentale et à la psychiatrie dans notre pays. Aucun de ces chantiers n'a été ouvert en 7 ans par le gouvernement Macron. C'est-à-dire qu'il y a le laxisme judiciaire d'un côté, la pauvreté de l'hôpital public de l'autre. Aucun de ces deux chantiers n'a été ouvert et on a ce genre de résultat qui n'est pas anecdotique puisque, on le sait, ça se répète régulièrement et il y a aujourd'hui une problématique à se dire que lorsqu'on se balade dans un quartier ou une ville de France, on risque finalement pour sa vie. Vous craignez une détérioration de la situation si la gauche arrivait au pouvoir, si Emmanuel Macron décidait de nommer un membre du nouveau Front populaire à la tête de l'hôtel de Matignon? Évidemment, parce que dans le programme de la gauche, il y a par exemple le désarmement de la police, il y a la fin des bacs, il y a une volonté d'en découdre avec la police, la fameuse police qui tue, d'après ce que dit la France insoumise. Donc on ne peut pas compter sur la gauche pour rétablir la sécurité dans le pays. Et ce serait d'ailleurs totalement contradictoire avec le message envoyé à l'occasion des élections européennes et législatives par les Français, qui demandent, en votant pour le Rassemblement national en particulier, à ce qu'il y ait plus de sécurité, plus d'autorité, et de l'autre côté, nommer des gens qui incarnent l'absence de cette autorité serait totalement contradictoire. Donc motion de censure de la part du Rassemblement national, même s'il s'agit d'une figure peut-être plus consensuelle. Le nom de Laurence Toubiana, par exemple, était avancé hier soir. Non mais il faut arrêter ce sketch. Enfin, je veux dire, tous les jours... C'est un sketch. Oui, c'est un sketch politique qui dit plusieurs choses. Bon, d'abord, tous les jours, on nous sort un nouveau nom. Alors hier, on avait une communiste. La France aurait été en 2024 possiblement le gouvernement français dirigé par une communiste
qui est hostile au mariage pour tous. Là maintenant, on a une décroissante anti-nucléaire qui, de façon fanatique, appliquerait plus de normes sur notre agriculture, qui taperait le nucléaire. Moi, je prends les déclarations de Madame Tubiana. Donc, on est totalement à l'opposé de ce que les Français ont réclamé pendant des semaines et des semaines. Les agriculteurs se plaignent de normes supplémentaires, mais la gauche est prête à faire nommer une première ministre qui est elle-même favorable à ce qu'on norme, à ce qu'on empêche finalement la croissance, la politique agricole. Donc, ce sont des non-sens absolus. Mais ça dit quoi? Ça veut dire que la gauche, non seulement n'était pas prête, évidemment pas prête à gouverner. Ça veut dire que son programme est une illusion, est une escroquerie totalement absolue vis-à-vis de ses électeurs. Ils ne sont d'accord sur rien, ils ne sont pas prêts. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit si le Rassemblement national avait mis 10 jours, ça fait 10 jours que ça dure ce cinéma, pour désigner, proposer un nom de Premier ministre? Ces gens ne sont pas prêts, ces gens ne sont pas sérieux, ces gens sont dangereux. Laurent Wauquiez, le nouveau patron du groupe de la droite républicaine, a dévoilé les objectifs d'un pacte législatif, dit-il. En plus de la revalorisation du travail, il y a des mesures comme le retour des peines planchées, l'instauration de courtes peines de prison, un durcissement également de la politique pénale vis-à-vis des mineurs. Des mesures que vous défendez. Que lui dites-vous ce matin? Est-ce que vous lui dites « Rejoignez-nous », tout simplement? Oui, mais moi je dis à Laurent Wauquiez, tendez-nous la main, regardez ce que nous proposons, soutenez ce que nous proposons. Vous ne l'avez pas fait, les Républicains ne l'ont pas fait pendant ces années, sauvant la tête d'Emmanuel Macron à chaque fois qu'ils ont pu le faire au moment des motions de censure. Et aujourd'hui, on est dans cette situation. Donc, regardez les choses telles qu'elles sont. Nous avons des propositions. Nous avons des hommes et des femmes pour faire vivre ces propositions. Laissez-nous avancer, laissez-nous, aidez-nous finalement à convaincre les Français du bien fondé de ces propositions et surtout empêcher que la gauche extrême, l'extrême gauche, arrive aux manettes. Ils ne sont pas légitimes, ils n'ont pas gagné ces élections, ils ont fait moins de voix que le Rassemblement national, ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas sérieux, ils sont dangereux. Je pense qu'il y a urgence à empêcher que ces gens arrivent aux manettes. Gabriel Attal a été mandaté pour négocier la formation d'une coalition autour du bloc central, potentiellement des sociodémocrates jusqu'à cette droite républicaine que j'évoquais à l'instant. Que pensez-vous de ce jeu d'alliance pour continuer de porter le camp présidentiel au pouvoir? Non, mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont été sanctionnés par les électeurs. Monsieur Attal a été sanctionné 2 fois en 3 semaines, aux élections européennes et aux élections législatives. Vous dites déni démocratique ce matin sur Europe 1 et CNews? En tous les cas, vouloir remettre les mêmes personnes que les Français, à qui les Français ont signifié leur mécontentement, que les Français ont sanctionné, à qui ils ont dit « nous ne voulons plus vous voir », et derrière essayer de trouver une faille ou un subterfuge pour contourner le choix des Français, comme ça l'a été avec ces histoires de désistement totalement baroques et qui amènent la situation politique que nous connaissons, c'est effectivement un déni de démocratie. C'est ne pas vouloir prendre en compte le message des Français. Donc on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Monsieur Attal doit faire ses bagages. Lui et tous ses ministres, ils sont en échec. Les Français leur ont dit, il faut qu'ils entendent le message. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron doit gérer la crise politique qui, après la crise sécuritaire et la crise financière, qui s'annonce. En tous les cas, je vois les propos de la Cour des comptes, du président de la Cour des comptes. Vous êtes inquiété du rapport de la Cour des comptes? Bien sûr, mais nous le dénonçons depuis des années. Nous savons que le mur des difficultés financières, il est devant nous, que Bruno Le Maire a fait n'importe quoi pendant ces 7 années et qu'aujourd'hui, les Français vont devoir payer l'addition. Ils sont irresponsables, ils sont en échec, ils ne peuvent évidemment pas se maintenir à tout prix. Vous parliez de cette gauche qui n'était pas prête à gouverner. Est-ce que vous étiez prêt? Est-ce que il y a 4 semaines, on parlait de ce plan Matignon? Est-ce qu'il était bien ficelé? On a du mal à y croire lorsque l'on a découvert parfois le profil de certains candidats. Est-ce que si Emmanuel Macron redissout l'Assemblée nationale dans un an, est-ce que vous serez mieux préparé? Non, mais je crois qu'il ne faut pas regarder les choses par le petit bout de la lorgnette. Permettez-moi. On a un programme. On avait un Premier ministre, Jordan Bardella, qui était prêt. D'ailleurs, combien de fois il a dit « je n'irai à Matignon que si j'ai une majorité absolue ». On a dit « ah, mais il se défile, il se dégonfle ». On voit bien, il faut une majorité absolue pour pouvoir gérer les affaires de la France. Donc, nous étions parfaitement prêts sur ça. Une vingtaine de candidats ont posé problème. Sur 577. Je pense que si on regarde à la loupe les candidats de la France Insoumise ou les candidats de Renaissance, sincèrement, on va en trouver une vingtaine qui sont des incompétents totaux, qui sont des nullités absolues. Mais on a focalisé sur le Rassemblement national parce que c'était nous qui avions le vent en poupe. Donc ça, on va le corriger. Il n'y a pas de raison qu'effectivement, on ait des candidats qui ne soient pas au niveau la prochaine fois. Ce sera évidemment corrigé. Mais l'alpha et l'oméga du résultat de cette élection, ce sont ces désistements, des macronistes qui votent pour l'extrême gauche,
l'extrême gauche qui vote pour Elisabeth Borne ou qui vote pour des macronistes qui ont soutenu la réforme des retraites, c'est-à-dire des gens qui renoncent à leurs convictions pour essayer de garder leur place. Sébastien Chenu, invité de CNews et d'Europe 1, à partir de jeudi, va se décider la distribution des postes importants à l'Assemblée nationale. Les groupes de gauche voudraient éviter que les postes, par exemple, de vice-président ou de questeur ne reviennent à des membres du RN. Que leur répondez-vous ce matin ? Mais qu'il y a d'abord un règlement intérieur. C'est pas l'extrême gauche encore qui choisit. Je sais que dans leur parti, il n'y a pas d'élection, on se choisit. Jean-Luc Mélenchon, en gourou, décide de tout dans une arrière-cuisine. Enfin, à l'Assemblée nationale, il y a un règlement intérieur qui dit qu'on doit respecter les grands équilibres. Nous demandons uniquement qu'on respecte les grands équilibres. D'ailleurs, on ne demande pas que la gauche soit privée de ses postes. Ils ont des élus. Vous n'allez pas vous opposer à leur candidature ? Mais ça ne veut pas dire qu'on va voter pour eux, mais simplement, on ne dit pas qu'ils n'ont droit à rien. L'Assemblée doit être, son mode de fonctionnement doit être représentatif des grands équilibres. Donc c'est pas l'extrême gauche de bidouiller le règlement intérieur, de fouler aux pieds le règlement intérieur. Ils doivent respecter ça. Et puis, de l'autre côté, il y a des électeurs qui doivent être représentés. On représente 10 millions de voix à le Rassemblement national. Premier groupe à l'Assemblée nationale, en nombre de députés. Je crois que la LFI a perdu un député. Ils sont moins nombreux aujourd'hui qu'ils ne l'étaient en sortant. Donc c'est pas eux qui vont terroriser l'Assemblée nationale, terroriser la Macronie pour donner le là, pour dire ce qu'on doit faire. Il y a des équilibres. On doit être représenté à la mesure de ce que nous représentons électoralement, de ces millions de Français. Ne pas le faire serait évidemment une atteinte démocratique inédite, puisque jamais, sous la Ve République, le premier groupe de l'Assemblée nationale ne disposerait d'aucun représentant dans les organes de décision. Ce serait totalement inédit. Vous parlez de bidouille de la gauche ce matin. Hier, à cette même place, Manon Aubry vous accusez de magouille. Magouille, notamment avec Yaël Braun-Pivet ou d'autres membres de Renaissance. Non mais Madame Aubry, qui est l'artisane de la plus grande escroquerie démocratique, ces désistements anti-républicains d'entre-deux tours, va pas donner des leçons. Je veux dire, c'est pas la LFI qui va être l'arbitre des élégances et qui va nous expliquer comment doit fonctionner la démocratie. Moi, j'ai expliqué à Madame Braun-Pivet que nous tenions à assumer nos responsabilités, uniquement nos responsabilités, mais toutes nos responsabilités, parce que nous représentons des millions d'électeurs. Je lui ai dit en tant que vice-président sortant de l'Assemblée nationale, à la présidente sortante de l'Assemblée nationale, et je crois qu'elle a entendu ce message qui était « oui, il est normal que le Rassemblement national, à travers ses élus, on n'est plus en campagne électorale, un député RN vaut autant qu'un député LFI, qu'un député Renaissance, il n'y a pas à hiérarchiser les députés, et bien assume ses responsabilités. On verra qui fait vivre la démocratie demain, enfin en tous les cas jeudi et vendredi à l'Assemblée. Est-ce que vous serez candidat au perchoir ? Mais ça se décide en interne. On va regarder. C'est pas décidé encore ? Non, on va regarder ça en réunion de groupe, savoir qui est notre candidat. Il y a peut-être une volonté de votre part. Mais il y aura un candidat. Moi, je suis à la disposition du groupe. C'est pas un mystère. Je suis à la disposition de mon groupe. Mais en tous les cas, il y aura un candidat du Rassemblement national au perchoir dès le premier tour, évidemment. Donc vous attendez le tampon de vos collègues ? Le choix de mes collègues. C'est comme ça que ça marche un groupe et la démocratie. Est-ce que vous pourriez être candidat également au poste, vous ou l'un de vos collègues, de président de la commission des finances ? On sait qu'elle doit revenir à un élu de l'opposition. Est-ce que si c'est le cas, vous actez que vous siégerez dans l'opposition durant cette législature? Oui, bien sûr, on siégera dans l'opposition. Ou l'opposition à un gouvernement d'extrême gauche que nous censurons immédiatement, ou l'opposition à un gouvernement technique qui pourrait voir le jour si Emmanuel Macron faisait ce choix. Nous sommes un groupe d'opposition et par conséquent, nous revendiquerons aussi la présidence de la commission des finances parce qu'elle revient à un groupe d'opposition tout simplement. Donc vous voyez, nous on veut assumer tous nos rôles, rien que nos rôles, mais les assumer pleinement parce que la démocratie, c'est ça. Encore une fois, qui sera candidat ? On n'a pas arbitré de la même façon. On va arbitrer et on va voter, ou en tous les cas, on va désigner entre nous demain le candidat d'ici la fin de la semaine, d'ici jeudi ou vendredi, oui. Une dernière question peut-être. On parle beaucoup de la tentative d'assassinat de Donald Trump, à raison depuis ce week-end. Plusieurs dénoncent la violence politique qui peut conduire à la violence tout court, qui peut aller donc jusqu'à cette tentative de meurtre que nous avons connue ce week-end. Est-ce que vous redoutez, compte tenu du débat public dans notre pays, qu'une telle chose se produise en France ? Oui, parce que la violence verbale amène, en tous les cas, précède souvent la violence physique. Quand vous avez de l'extrême gauche qui, matin, midi et soir, essaye d'empêcher ses adversaires de s'exprimer, les insulte et sème la panique, ou en tous les cas met de l'huile sur le feu, matin, midi et soir, dans le débat public, faut pas s'étonner qu'ensuite il y ait des déséquilibrés, des gens perturbés qui considèrent qu'effectivement, de la violence verbale, on passe à la violence physique. Il y a une responsabilité de la classe politique à apaiser. Je crois que c'est
C'est exactement l'inverse de ce que font aujourd'hui, de ce que fait l'extrême gauche qui, en réalité, rêve de reprendre le pouvoir par la rue. Vous condamnez justement à ce titre les différents appels à la mobilisation, à marcher vers l'Assemblée nationale le 18-19 juillet prochain. Oui, mais c'est la négation de la démocratie. C'est-à-dire que ces gens, par la rue, par la violence, tout comme ce qui va se passer à Sainte-Soline, moi je suis très inquiet de ce qui peut se passer à Sainte-Soline, veulent effectivement effondrer notre état de droit, notre démocratie, en essayant de le contourner. Je pense que ces gens sont dangereux, je l'ai dit, au-delà d'être incompétents, ces gens sont dangereux. Merci beaucoup Sébastien Chenu, c'était votre grande interview sur Europe 1 et CNews.